Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bienvenue à chacun de vous. Est-ce que vous êtes déjà connecté suffisamment? Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thierry. Bonsoir Dompour Thomas. Veuillez vous connecter s'il vous plaît. On va commencer. Oui, bonsoir 1.2. Bonsoir Romessi. Bonsoir Eldo. Bonsoir Serge. Kenfak. Géry, bonsoir. Sylvie, bonsoir. L'eau en poudre, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Alucius. Bonsoir Jenny. Bonsoir Ngao. Bonsoir Noël Donald. Anglo Cameroun, bonsoir. Bamenda, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Abdul. Merci de nous retrouver ce soir pour cette troisième édition des ateliers du discernement. Je vous prie de partager, de vous connecter. Nous allons avoir 1 heure d'échange et ces échanges seront parfois assez rudes parce qu'on a besoin que ce pays se transforme positivement. Donc, bonsoir Thierry, Aziz, bonsoir, Constant, Dominique, à vous tous qui nous retrouvez à l'heure. Rowling, je vous prie d'accepter mon salut partout. Bon, priez de me dire où vous êtes. Hein? Le gars Chang, vous êtes à Chang, j'espère. Lucie, vous êtes à quel niveau formidable? Esther, vous êtes d'où là? Michel, vous êtes d'où? Sukuju, vous m'appelez d'où? Gilbert, non, vous me retrouvez d'où là? Isaac, c'est d'où? Oui, bonsoir. Edene, c'est d'où? Vous m'appelez d'où? Vous écrivez d'où? Bonsoir. Laure, également, bonsoir. Bon, merci beaucoup de nous retrouver, vous tous. On attend 2 secondes pour que vous puissiez vous connecter. Je suis très content, très heureux de vous retrouver donc ce soir. Nous allons parler des choses importantes de la République parce qu'il y va de notre avenir, il y va de notre crédibilité. Nous allons commencer donc avec, en plantant le décor. Vous voyez, ce qui se passe dans notre pays se passe de commentaires. Ce soir, j'ai décidé de parler de 3 sujets. Le premier sujet, c'est la famille présidentielle. J'ai intitulé ça comme ça, de manière équivoque, parce que je vais dire des choses qui ne vont pas arranger les gens. La deuxième chose, c'est le rôle des hommes de Dieu. Quand on dit hommes de Dieu, c'est toutes les confréries, c'est toutes les obédiences religieuses, c'est toutes les croyances, quoi. Donc, le rôle des hommes de Dieu et les hommes en tenue. Quand je dis les hommes en tenue et les magistrats, parce que c'est l'autre sujet que nous allons aborder. Oui, depuis Paris, bonsoir. Depuis Yaoundé, bonsoir. La Belgique aussi, bonsoir. Merci vraiment. Je suis très content que vous soyez éparpillés dans le monde. Michel, oui, bonsoir. Jackson, depuis Paris. Vraiment, je suis très heureux de vous retrouver tous de Chypre. Vraiment, moi, je suis depuis le bureau de banque. Oui, merci d'être là. Du CEMIL, je suis content. De l'Italie, oui. De Jouvence. Vraiment, je suis très content et je vous demande de partager et de réunir le maximum de gens pour qu'ils comprennent, pour qu'on prenne conscience de ce qui se passe. Donc, je vais commencer d'abord par le premier sujet qui me préoccupe. Le premier sujet de ce soir, en rappelant qu'il y a, dans notre conjoncture actuelle, depuis la semaine passée, il y a des grands événements, des événements tragiques qui sont passés dans le pays. 3 événements majeurs, par exemple. Nous avons vu l'arrestation de Madame Rebecca Enonchon, qui a été embastillée, apparemment sans mandat d'arrêt pour outrage à un magistrat.
elle a passé beaucoup de jours en garde à vue. Nous avons vu aussi une scène épouvantable, tragique, où un monsieur, un usager, est monté sur un homme en tenue, sur un policier. C'est une scène à couper le souffle. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est que le policier, lorsque le véhicule est passé sur lui, sur son corps, il s'est remis sur ses pas et il s'est mis à poursuivre le véhicule. Nous allons essayer de comprendre ça, la symbolique de cela tout à l'heure. Est-ce vraiment un engagement républicain, citoyen, ou c'est autre chose? Dans les deux sens. Au sens de celui qui lui marche, qui l'écrase littéralement parce qu'il espérait même le tuer, quoi. C'est une tentative de meurtre, évidemment. Nous avons aussi vu hier une scène tragique où, je crois que c'est le commandant de Bana, qui a froidement assassiné un jeune homme contre lequel il avait des prises de bec par rapport à une histoire, on ne sait pas, peut-être de terrain ou ne sait pas quoi. Bref, ce qui est évident, c'est qu'il a tué. Donc, voilà les éléments qui ont capitalisé notre attention au cours de ces derniers événements et qui, pour moi, permettent de comprendre le rôle de chacun dans une société comme la nôtre. C'est pourquoi j'ai décidé de parler de cela. Mais je ne peux pas parler de ça sans situer d'abord l'événement tragique. Vous avez été tous témoins, il y a de cela 2 jours, de mon agression à l'aéroport de Yaoundé-Sémalène. Je n'ai pas encore commenté cela. Je vais le faire ce soir. Je voulais d'abord dire ma position de ma position. Je vous parle d'où? De quel statut? Je parle du statut d'universitaire, d'intellectuel. Intellectuel vrai, pas intellectuel organique, qui sacrifie la science pour sa bedaine, c'est-à-dire le ventre. Non, je vous parle du point de vue du philosophe. Du philosophe qui est la pensée, qui est la source de toutes les spiritualités. Donc, et je suis donc fondé à vous exposer ma vision de notre pays, ma vision du rôle que chacun devrait jouer. Donc, le philosophe est comme l'arbitre dans un pays. C'est comme l'arbitre, l'intellectuel vrai est comme un arbitre. Et l'arbitre bénéficie de la confiance de tous les acteurs. Et c'est cette confiance, justement, qui peut se positionner en restant objectif, en restant ferme sur les principes, sur les valeurs. Nous ne sommes pas ici en guerre contre les individus. Nous sommes en guerre pour préserver les valeurs républicaines, des valeurs démocratiques, des valeurs humaines simplement. Et à ce niveau-là, ça fonctionne, ça devrait fonctionner comme dans une diplomatie. Dans la diplomatie, il n'est pas question d'encourager la guerre. Il est question d'encourager le dialogue, un dialogue inclusif. Donc c'est cette posture-là que je vous propose d'accepter à mon niveau. Et à ce niveau, on doit interroger tous les acteurs, les prêtres, les hommes en tenue, les religieux en général. Quand je dis les prêtres, c'est tous les hommes en tenue, tous les hommes de foi. Bon, de foi, parce qu'il n'y a pas meilleur mot. Quand je dis homme de foi, même c'est tout ça, toutes les obédiences, les musulmans, tout ce qu'on peut avoir comme les gens qui travaillent au profit du salut éternel, d'après ce qu'ils veulent. On doit aussi interroger la société civile, parce que la société civile, dans les conditions où nous sommes là, dans un pays en lambeaux, qui est en guerre, on doit s'interroger sur le rôle de chacun. Et la société civile doit jouer son rôle pleinement. La société civile ne doit pas se résumer à des individus qui marchent dans les bureaux et collectionnent et collectent des enveloppes auprès des ministres, auprès des DG, et ainsi de suite, pour venir narguer les gens qui veulent penser au pays. Non, on doit restituer la quintessence, c'est-à-dire que l'esprit de chaque chose qui nous revient, de chaque acteur, le rôle de chaque acteur. Et c'est dans ce sens-là que je vous prie de m'excuser si j'ai fait un petit dérapage sur ma personne. C'est-à-dire quoi? Sur l'agression violente dont j'ai été victime. Je vais vous expliquer rapidement pour que vous compreniez. Et je vais envoyer un message clair. Je ne veux pas beaucoup parler d'eux parce que ça ne me préoccupe pas. Je ne suis pas là. Et d'ailleurs, je ne m'occupe pas des petits. Parce que mon rôle, si je dois affronter les gens, c'est les vrais gens. Je ne rentre pas dans les petitesses avec les gens qui n'ont pas d'épaisseur intellectuelle, pas d'épaisseur discursive. Donc, nous sommes dans une situation où on m'a attaqué. J'arrive à l'aéroport de Yaoundé-Sémalène l'autre jour, je me rends compte que tout
tous les usagers sont retenus hors de l'aérogare. C'est-à-dire, ils sont au parking, simplement ils sont au parking, ils ne peuvent même pas accéder. Je suis surpris, je demande ce qui se passe, on m'explique qu'on ne peut pas accéder. Je ne comprends même pas parce que il y a des centaines de personnes qui sont là, il n'y a pas d'abri, on n'est pas assis. On se dit, mais j'interpelle les autorités, j'ai dit, bon, voilà ce qui se passe. Est-ce qu'on, normalement, je décide de faire un direct. Il y avait les policiers là, il y avait des agents des ADC. Je fais mon direct naturellement et je me filme moi, individu, on me filme là. Je fais mon direct. Et je le fais de manière républicaine et les gens comprennent, les vrais gens comprennent. Par exemple, les policiers étaient là, ils sécurisaient la zone. Je faisais mon direct, je n'encombrais, je n'insultais personne, je ne commettais aucune infraction. Alors, vous avez même suivi la vidéo. Il y a un monsieur qui sort de nulle part, je ne savais même pas qu'il est non maintenu, je n'avais aucune idée. Et je crois qu'il blague, il dit, bon, oh, ne me filmez pas. Je lui dis simplement, vous avez suivi que vous n'êtes pas important. Moi, je passe, bon, je sais que je ne m'occupe pas de lui. Plus ou moins, je vois des centaines de personnes. Ce qui me préoccupe, c'est le peuple que je vois là. Ce n'est pas un individu qui est assis là. Je l'ai voyé, je n'ai même pas remarqué de sa présence. Et il vient, saute sur ma caméra. Puisque les policiers étaient là, ils me voyaient filmer. Et ce n'est pas lui qui a assuré la police de l'environnement. Si la police me demandait d'arrêter de filmer, j'allais leur demander sur quelle base ils allaient m'expliquer et j'allais arrêter de filmer si je jugeais ça utile. Mais d'ailleurs, si la police me disait d'arrêter, j'allais arrêter parce qu'il faut obéir à la police. J'invite tous les Camerounais à obéir à la police et je profite de ça pour leur dire. Mais obéir en sachant que lorsqu'il y a un dérapage, il faut dénoncer. Je demande à tous les Camerounais, là où vous êtes là, lorsque vous êtes témoin d'une situation d'injustice, filmez, même discrètement, et publiez dans les réseaux sociaux. Il faut leur faire honte à tous ceux qui violent la loi. J'en profite pour vous le dire. Parce que ça participe aussi de la culture de la révolte. Parce qu'il faut se révolter. On est trop enfermé, on est trop efféminé, on est trop émasculé. Il est question qu'on repossède notre identité, notre individualité, notre personnalité. Les Camerounais ne sont pas les peureux. Les Camerounais, ce n'est pas des marmots sans ambition. Donc j'invite tous les Camerounais à changer d'attitude. Alors monsieur sort de nulle part, il vient attraper ma caméra, ce qui choque en plus, c'est que quand il fait ça, il attrape la caméra, il la casse avec ses mains, et un monsieur qui était assis à côté de lui, parce qu'il vient avec une bouteille de bière, et il laisse sa bouteille de bière à quelqu'un, et il vient, il attrape la caméra, il la casse. Heureusement, les policiers sont venus, le commissaire de l'aéroport est venu s'enquérir de la situation. Les policiers sont venus, on lui a dit, il voulait donc l'interpeller, parce que tout le monde a vu la scène. Et c'est là on se rend compte que c'est un homme en tenue, il sort son arme, il montre son arme au commissaire. Et le commissaire, ils échangent, il le tire à côté, ils s'échangent, et le commissaire me dit, attendez, on va faire venir la C1000. Bon, la C1000 est venue à son heure, il avait déjà accompagné la personne qui l'accompagnait. Il avait déjà accompagné la personne qu'il était en train de sécuriser. Apparemment, c'est donc, d'après les indiscrétions, c'est un membre de la famille présidentielle. Je suis en train de faire encore des enquêtes. Ce qui me fait le penser, excusez-moi, c'est que à l'issue de cet événement, je veux que vous compreniez, ma guerre n'est pas contre les personnes. Ma guerre est contre la malgouvernance. Et la malgouvernance, tant qu'on a des acteurs majeurs qui incarnent cela, on doit les attaquer nommément. Heureusement, les ADC, ils ont pris les dispositions pour identifier son véhicule lorsqu'il quittait le parking. Donc, on a identifié le véhicule et j'ai cru vous donner le numéro d'immatriculation. Mais je ne reviens pas dessus parce que quelques instants après, bien évidemment, comme d'habitude, j'ai reçu, je ne sais pas de qui, le numéro de téléphone d'un membre de la famille présidentielle. Je l'ai appelé, M. Bonivan. Je lui ai dit que je veux lui parler. Bon, il a joué au grand. Bon, c'est pas mon problème. Je n'ai pas un problème de personne avec. Mais je lui ai dit, si c'est vrai, qu'ils viennent me donner mon téléphone, qu'ils viennent payer mon téléphone. Parce que je veux avoir les problèmes avec les vrais gens. Pas avec les gens je ne peux pas avoir les problèmes avec les petits. Je veux les problèmes avec les vrais gens qui sont en train d'orchestrer des tueries dans ce pays. Donc, je leur ai dit de venir me donner mon téléphone avant la semaine prochaine parce que sinon, je vais faire une série de directs sur eux, sur les identités précises. Et là, je ne m'amuse pas. Je ne veux pas m'occuper d'eux.
Et je vais leur rappeler, ici, avant que je continue, mon vrai life, mes vrais problèmes que je vais aborder, que j'ai rencontré par hasard leur oncle, monsieur Meba, quelque part à Lembezo, dans un deuil. J'ai vu son comportement. Ce monsieur il inspirait le respect. Je ne le dis pas parce que je ne peux pas pour flatter les gens. Je ne veux même rien savoir d'eux. Mais j'ai vu comment il se comportait par rapport à l'autre qui était là. On dit Femme Ndongo. J'ai vu vraiment la différence. Tout le monde regardait ça, il voyait la différence. Un type réservé, dont on parlait, on disait que le frère du chef de l'État, on avait même de la peine à le croire. Et un individu qui était là, avec une petite banque là, qui dominait toute la scène par la morgue, par la suffisance, qui outrait même, qui outrageait même le bon sens. Donc, c'est les mêmes attitudes comme ça qu'on a par rapport à des neveux ou je sais pas qui de la famille qui se croient tout permis. Je dois leur rappeler. Parce que ce qui m'a choqué le plus, c'est que le bonhomme, quand ils ont fini de casser ma caméra, il s'est mis à m'insulter à boulot. Il s'est mis à m'insulter en boulot. Il était assis. Et c'est là que je me rends compte qu'il était protégé par son garde du corps. Et des indiscrétions, il faut qu'on vérifie. Il faut que la police s'occupe. Heureusement, la CEMI est en train de s'occuper de ce cas. Parce que la dame est venue quand même après quelques temps faire les enquêtes. Elle a auditionné. Ils sont en train de faire les enquêtes. Je ne veux pas diffuser leur nom. Je ne veux pas que mes amis qui sont partout dans la diaspora là s'occupent d'eux. Parce que si je les vends, il a pris l'avion, il croit qu'il est parti se cacher. Si je le vends, il est mort à la diaspora. Donc, je lui dis calmement de revenir tout doucement payer mon téléphone. Je ne veux pas beaucoup bavarder, il ne me préoccupe pas. Qu'il vienne doucement en cachette, je ne veux même plus parler de ça. Il vient me donner mon téléphone et on finit ça là. Bon, et il faut qu'il fasse comme leur oncle. Quand on dit qu'on est de la famille présidentielle, on doit comprendre qu'on est des parasites. Qui comprennent bien ça. Nous sommes, le peuple s'occupe de la famille présidentielle. C'est nous qui, vous mangez à la sueur de notre front. Vous mangez à la sueur de front des Camerounais. Donc ne venez pas narguer les gens alors que les gens se sacrifient. Il faut qu'ils comprennent bien. Vous rencontrez les gens là en route, vous ne savez pas qui est qui. Il y a des fantômes parmi nous. Donc quand vous me rencontrez, évitez-moi. Évitez-moi. Moi, j'ai déjà échappé à la mort maintes fois. Donc vraiment, je ne veux pas vous voir. D'ailleurs, celui qui a déposé une plainte, je ne veux pas aller avec votre garde du corps à la CEMIL, au tribunal militaire. Je ne veux pas avoir un problème avec vous. Je ne veux pas les problèmes avec les petits. Je veux les problèmes avec les vrais gens. D'ailleurs, quand mon voisin va rentrer là, je veux qu'il m'explique s'il est venu ici, président de la République, pour laisser l'héritage de la guerre. Moi, je veux qu'il m'explique, qu'il nous explique ça, nous les Camerounais, qu'on s'entretue. Il voit l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il voit comment on ne peut pas apprendre ces leçons. Comment des gens, après des milliers de morts, les gens s'assoient, Gbagbo et Ouattara s'assoient, et ils discutent. Moi, je veux que le président de la République m'explique s'il veut quitter le pouvoir, non pas en laissant l'image de celui qui a apporté la démocratie, mais celui qui a apporté l'industrie des cadavres. Et personne ne peut m'interdire de le lui dire. J'attends qu'il revienne et je vais demander, s'il veut lui demander ça, s'il est ici président de la République pour laisser orchestrer la guerre. Personne ne peut m'interdire de le dire. Donc, je demande aux gens qui me parlaient boulot l'autre jour là, que vous parlez boulot maintenant. Vous parlez boulot. Paul Biya est venu parler boulot à mon atelier quand il est venu 2 fois. Il est venu parler boulot. Vous croyez que vous êtes plus fort, vous êtes plus intelligent. Et vous avez des gardes du corps. Les vrais gens comme moi ne sont pas protégés, non pas des gardes du corps. On vous donne des gardes du corps avec les armes du pays et vous venez narguer les Camerounais. Même pas avoir la retenue élémentaire dont font preuve. Peut-être même Franck Biya, je ne connais pas, mais je n'ai pas encore entendu qu'il est en train d'agresser les gens dans les aérogares. D'ailleurs, le jour qu'il essaye et que je suis au courant, je dénonce ça bien même. Donc, je vous dis, calmez-vous. Vous, les guides de la famille présidentielle, calmez-vous. Calmez-vous là-dedans. Considérez-vous comme des parasites, point. Parce que les gens souffrent là-dehors. Je vois j'ai des dizaines de militaires que je rencontre qui rentrent de la guerre, qui souffrent pour défendre ce pays. Vous venez là, vous venez narguer les gens. Vous venez là, vous venez montrer que vous êtes la famille présidentielle, vous êtes protégés. Je ne sais pas si vous avez même le SAP ou bien le BPC ou bien je ne sais pas quoi. Moi, je me bats, je suis allé, j'ai failli me faire écraser partout en Europe pour chercher la connaissance. Vous venez avec ça ici pour venir me narguer. Je ne veux pas parler de vous. Je ne veux même pas vous parler de vous. Donc, venez me donner, payez moi ce mépris. Vous venez tranquillement me donner. Comme Bonivan n'a pas voulu me parler là, j'espère que ça ne le concerne pas et qu'il s'en fout peut-être. Mais je veux que vous sachiez que je ne veux pas que j'ai pas de problème, je dis que je ne veux pas. Vous n'êtes pas intéressant pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui me forcent
à sortir de mes gonds comme celui qui a la sémie là. Il lui a me démontrer pourquoi il a osé me parler alors qu'on ne parle pas aux esprits supérieurs. Donc lui, ça c'est les vrais gens avec qui je peux avoir, je veux avoir les problèmes. Je veux avoir les problèmes avec eux. Il faut que les gens comprennent que lorsqu'on est au service d'un pays, lorsqu'on est au service d'un régime, c'est pour promouvoir la loi. Et le principe qui systématise la loi, c'est le citoyen, la liberté du citoyen. Il faut qu'il se l'enfonce bien. Donc, je laisse de côté ce fait divers. Et je dis, vous avez jusqu'à la semaine prochaine, je vous donne encore la semaine prochaine, venez me payer mon téléphone avec tout. J'ai fait un constat. J'ai fait un constat du dossier. J'ai fait un constat du dossier. En bonne et due forme. Procès verbal de constat, procès verbal de constat contenant audition. Donc, à la requête de M. Nkefidon, enseignant de l'université de Angoïkele, lequel m'a exposé que dans la nuit d'hier, aux environs de 22 h, il s'est tenu, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, différent à cette réquisition verbale, j'ai sous-signé Maître Chimdou, Micheline, épouse Mekiange, huissier de justice à la 6e charge, près de la cour d'appel du centre et des tribunaux d'instance de Yaoundé, y domicilié et sous-signé. Est reçu à mon étude, M. Nkefidon, et après quelques formalités d'usage, il se lui décline son identité, et je note qu'il s'agit bel et bien de M. Nkefidon, fils de né le CNI, Vous voyez bien que c'est bien là. Il ne va pas donner la connexion dérange un peu, mais c'est pas grave, on va revenir. Donc, elle a bien fait le constat et elle a signé et comme de tout temps, moi, monsieur a suivi, ainsi de suite. Donc, je voulais juste vous donner les détails de cette affaire pour vous confirmer qu'effectivement, j'ai fait constater ces abus au niveau j'ai dit, et je termine par là, je ne veux pas porter plainte pour le moment, je veux qu'ils viennent donner mon téléphone. J'ai des vrais gens contre qui j'ai des poursuites. Donc, je voudrais continuer avec l'objet de notre débat de ce soir. Quel est le rôle des hommes d'église, des hommes de Dieu, des industriels de la foi? Je me suis posé la question. Depuis que cette guerre a été déclenchée, nous avons vu la qualité des crimes les crimes qui ont été commis. Nous avons vu des mobilisations de la société civile, des acteurs politiques. Mais on a de la peine à comprendre pourquoi les gens de l'église catholique notamment, les églises de réveil, pourquoi ils ne font rien? Pourquoi ils sont si silencieux? On se pose donc la question, est-ce que les hommes d'église, les hommes de Dieu, ou bien les femmes de Dieu, parce qu'il y a les femmes pasteurs, sont au service de Dieu véritablement? Et Dieu, c'est qui? Ce n'est pas le créateur de l'homme. Et lorsqu'on égorge les gens, lorsqu'on voit on brûle les villages entiers des gens, et que chaque dimanche, on a la même rengaine, on nous chante chaque dimanche. Oh, le mari était joli, Joseph était fidèle, Pierre était poltron, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça change véritablement quoi? Lorsqu'on a des problèmes comme ceci, comme la guerre qui fait rage au Southern Cameroun. Comment fondamentalement on peut croire en Dieu lorsqu'on est assassiné littéralement? Aujourd'hui, j'ai suivi le sermon. Ce qui m'a fait suivre le sermon, c'est que à un moment, j'étais en train de préparer ce direct et j'ai entendu ma mère qui pleurait et je suis allé regarder. Elle était devant la télé, elle écoutait le sermon de Monseigneur Mbarga, archevêque de Yaoundé. Et elle pleurait. Et j'ai compris. Et je me suis dit, mais voilà fondamentalement des gens qui sont au service des chrétiens. Leur office, c'est accompagner les cadavres, bénir les gens au moment ultime? Est-ce que fondamentalement, ils peuvent se dépasser pour quitter leur position de privilégiés? Est-ce que leur rôle, c'est juste susciter les pleurs pour rentabiliser
ces pleurs à leur profit. Est-ce que le rôle du prêtre, c'est seulement bénir? Et ça m'a rappelé ces mots de Nizam, Paul Nizam, je crois. Oui, Paul Nizam. Je crois que dans Les chiens de garde. Il a dit, lorsqu'un prêtre espagnol, un évêque espagnol, bénit les exécutions publiques, il n'est pas un homme. Il n'est même plus un homme. On voit un évêque qui bénit les exécutions. On va exécuter les gens, il vient les bénir. Il n'est pas un homme. Il est un chien. Et c'est là où j'ai compris cela. J'ai compris que lorsque ces gens nous parlent de la foi de l'Église, et ils oublient l'élément fondamental que l'Évangile doit se mettre au service des pauvres. Et il n'y a pas meilleure pauvreté que celui qui souffre dans sa chair. La pauvreté, ce n'est pas seulement celui qui est dépravé, qui est démuni, qui n'a pas d'argent, qui manque de quoi manger. La pauvreté, c'est celui-là qui n'a rien, il n'a même plus sa propre vie. Comment donc va-t-on encourager des gens à organiser seulement les messes? Actuellement, ils ont une tactique. Ils font 2 armoussens. Donc, ils font 2 collectes de fonds. Une seule messe, on fait 2 fois l'armoussen. Donc, leur problème, c'est accumuler. En quoi ces gens, les prêtres, les pasteurs, les évêques, les cardinaux, le pape, à quoi nous servent-ils sincèrement, fondamentalement, vrai? Je me suis posé cette question. Il y a les théologiens de la libération en Amérique latine. Il y a un qui s'appelait Gustavo Gutiérrez. Il avait écrit un texte. Il dit là-dedans, sans l'option préférentielle pour les pauvres, l'annonce de l'évangile, qui demeure la première des charités, risque d'être incomprise ou se noyer dans un flot de paroles auquel la société actuelle de la communication nous expose quotidiennement. C'est-à-dire que lorsqu'un prêtre, un évêque, comme celui de Yaoundé, l'archevêque vient de dire là, que oui, il a dit oui, Jésus, au ce jour. Parce que je vous ai dit que j'ai écouté ça parce que ma mère pleurait quand il parlait. Parce qu'elle souffre. Elle veut mourir bientôt peut-être, on ne sait pas. Parce qu'elle a une maladie dégénérative. Lui, elle a peut-être besoin de ça, de ces petites paroles-là qui raffermissent son espoir. Et le Monseigneur Barga disait avec beaucoup d'assurance, Jésus et Marie sont vivants. Ils sont avec nous. Marie, Jésus, Joseph sont tous vivants. Ils ont de la compassion et de la sollicitude pour nous. Je reprends ces termes. Mais comment ils peuvent être avec nous, avec tous ces cadavres? Je veux me l'expliquer moi-même. Comment peuvent-ils être avec nous? Peuvent-ils être vivants parmi les morts, avec les morts, par milliers? Je me pose cette question. Je pose cette question à Monseigneur, l'archevêque. Qui est-il véritablement lorsqu'il garde un tel silence devant les barbaries qui se font au nord-ouest et au sud-ouest, qui se font dans le Southern Cameroun? Qui peut-il être? Peut-être que je ne suis pas fondé à poser cette question. Mais de mon point de vue, philosophiquement, on peut se poser, on est en droit de se poser cette question-là. Lorsqu'une église laisse ses pasteurs tuer ainsi, malgré qu'ils ont fait quelques remous là, et encourage le même régime à faire des tueries en masse, ou bien laisser faire des tueries en masse, on se pose des questions. Qui sont-ils véritablement, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu? Donc, on se pose donc des questions. Si vous ne croyez pas à la théologie de libération, si vous ne croyez pas que l'évangile sert à libérer le peuple, à quoi vous nous êtes donc utile? Vous êtes utile à quoi? Messieurs les pasteurs, messieurs les évêques, messieurs les imams, messieurs les mollahs, tous ces gens-là. Vous nous servez à quoi? Si vous ne pouvez pas vous lever tous pour dire que non, on veut préserver les vies. Nous sommes là pour bénir la vie et non la mort. On se pose des questions, messieurs. Parce que et c'est toujours Gutiérrez qui le dit, là, cette fois-ci, c'est traduit en français. Liberation from every form of exploitation, the possibility of a more human and dignified life, the creation of a new humankind, all pass through this struggle. C'est-à-dire que la question de la foi,
la question de la libération à travers l'évangile. Si l'évangile ne nous sauve pas littéralement de la mort, si l'évangile attend qu'on meure, à quoi l'évangile nous sert-elle véritablement? C'est une question philosophique, c'est une question sociale, c'est une question humaine qu'on doit poser à monsieur l'archevêque de Yaoundé, qu'on doit poser à monsieur l'archevêque de Douala, qu'on doit poser à monsieur l'imam de la grande mosquée, de partout, Yaoundé, Douala, ainsi de suite, ainsi de suite. À quoi vous nous êtes utile lorsqu'on laisse nos enfants s'entretuer comme ça et venir faire l'armoussen, venir prendre la dîme, sans même manquer. Il n'y a pas un dimanche, vous allez dire que non, ce dimanche, on ne fait pas l'armoussen, on ne fait pas la dîme, on ne donne pas. Les pasteurs, c'est même autre chose. Ils nous prennent seulement, en même temps, nos femmes, nos filles, ça devient autre chose. À quoi vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Et j'ai dit, vous qui allez donner l'argent là-bas, et j'ai dit, vous qui passez votre temps à dire que Paul Biya, alors que vous-même, vous ne participez à aucune initiative pour arrêter la guerre. On vous dit, faites les tricots. Pour le moment, je n'ai plus imprimé peut-être une centaine de tricots que j'ai commencé à distribuer, dont je vais faire une distribution publique tout à l'heure, la semaine qui vient là. Je vais vous poster ça ici. À quoi vous êtes donc utile à vous-même, Camerounais? Lorsqu'on vous dit, voilà, initiez quelque chose, vous dites, c'est Paul Biya qui a tort. Lorsque quand tu inities quelque chose, vous dites que lui là c'est un fou. Non, lui là c'est un bamléké. Quand on essaie quelque chose, le philosophe, on dit regarde, les philosophes c'est les fous. Vous passez le temps à bavarder, à vous dire que oh, je suis dans plusieurs fronts. Non, je suis dans plusieurs, mais je ne fais même rien encore. Plus en réalité, moi j'ai les poumons du guépard. Je suis le guépard de la pensée. On ne me souffle pas. Et chacun de vous doit être l'acteur de cette libération. Chacun de vous doit être prêt non seulement à filmer, partout il y a des débordements de la police, de la gendarmerie, des hommes en tenue, ainsi de suite. Partout, on doit être au cœur de l'action. Là, c'est pas une affaire que Paul Biya fait ici, Paul Biya fait ici, et que vous-même vous êtes là assis en train d'accumuler la fraude, en train d'accumuler les prébendes, en train d'accumuler la sorcellerie pour dire que c'est Biya qui a fait ici. Non, nous sommes là. Chaque mort au nord et sud-ouest est votre mort. C'est vous qui êtes auteur. C'est vous les Camerounais, parce que lorsque le président rentre en brousse, comme Biya est rentré en brousse là, c'est nous qui devons le tirer là-bas. Que viens ici en route, viens ici, viens nous rendre compte de ce qui s'est passé. Vous êtes là, vous ne faites rien, vous le laissez à la merci de ces vautours qui osent même venir me parler. J'ai dit que je vais aller même la semaine prochaine au tribunal militaire. Ils vont me dire qu'est-ce qu'ils ont déjà fait par rapport à ma plainte. Il faut que ces messieurs-là répondent et qu'ils viennent payer son audace contre la pensée, contre l'intelligence. Parce qu'ils passent les nuits blanches pour penser ce peuple, pour penser l'avenir de cette nation. Et je vais vous sourire ça dans quelques jours. Le travail que j'ai fait pendant tout ce temps-ci. Il est là. Le voici. Il est là. Vous voyez, ce lot de papier là. Il a été préfacé par Hubert Monondiana. Je ne dors pas. Je dois travailler pour faire rayonner notre nation. Et des individus pleins aux as, les poches pleines d'argent, maudits, ils osent venir me parler. Ils doivent payer. Et il faut que le président du tribunal ministère, le procureur du tribunal ministère prenne sur lui de régler ce problème-là. Donc, je vais avancer parce que et c'est ça qui les gens ne veulent pas parler anglais. Les gens ne font vous là, vous ne faites aucun effort. Les gens ne veulent pas faire un effort pour rentrer dans la logique de communier entre nous. Les gens ne veulent pas même réfléchir. Comme ceux qui m'ont attaqué là. Les gars ne veulent pas poser des questions. Qu'est-ce que ce gars-là fait? C'est utile à qui? Ils disent seulement qu'ils sont de la famille présidente, ils font n'importe quoi. Les autres disent qu'ils sont seulement des colonels, ils font n'importe quoi. Ils se permettent de faire n'importe quoi parce qu'il y a ce lien de sang, parce qu'il y a ce lien de décret. Les gens ne veulent même pas réfléchir. Ce pays doit changer. Et ce pays va changer. Il n'y a rien à faire. Donc, tout le monde veut les belles femmes. Tout le monde veut les belles maisons. Tout le monde veut les décrets, tout le monde veut être applaudi, tout le monde veut les médailles. Et je vois là qui vont faire des salamalais, qui vont même s'humilier, surtout les profs universitaires. Je ne sais pas si le cerveau, je ne sais pas s'ils ont encore le cerveau. Beaucoup là, on dit les grands profs là, ils vont s'humilier parfois pour même les petits carburants. Hein. Les gens ne peuvent même pas marcher, ils ne peuvent pas partir même. Comme je parle souvent, je parle de Ngouaïkele, je marche. Même pour la santé, il marche, il ne peut pas marcher. Il faut qu'il aille supplier les bons de carburant. Il faut qu'il aille supplier la médaille. On supplie les médailles, on supplie les postes. Donc, tu ne vas pas travailler. Tu vas juste aller manger.
Parce que si c'est le travail, n'est-ce pas, le travail vient de chercher. On dit non, non. Donc vraiment, ce pays, il faut qu'il change. Il faut que les gens changent. Vous ne voulez pas, vous pouvez pas refuser de travailler et vous prétendez que vous allez changer ce pays. Ça ne peut pas, ça ne se peut pas. Donc, les hommes de Dieu, vous avez une responsabilité importante. On vous fait confiance, les gens vous font confiance. Mais ce qui se passe là, on a des doutes que vous soyez vraiment des hommes. Je ne veux même pas savoir si vous croyez en Dieu, parce que je ne suis même pas sûr que vous croyez en Dieu. Parce que la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous êtes insensible, c'est même des rares cas, les exceptions, il y en a quand même. Parce que j'ai suivi une vidéo d'un monsieur qui demande, mais un prêtre qui dit, mais les députés servent même à quoi? Et c'est une question. J'étais très content quand j'ai écouté ce prêtre-là. Il dit, mais les députés, c'est seulement pour chercher le petit marché. Et c'est vrai, vous voyez. L'Assemblée nationale, je voulais dire un gros mot, j'allais dire qu'on doit fermer ce machin-là. Mais bon, ça l'Assemblée nationale. Mais on va réformer ça, parce qu'il faut qu'un député nous serve à quelque chose. Et si les députés ne rendent pas compte au peuple, au sens propre, avec les micro-projets, les gars accumulent les micro-projets, il y a les jeunes là qui bavardaient beaucoup. Ils sont là-bas à l'Assemblée nationale, ils ne critiquent pas la guerre. Hein. Ils font seulement là maintenant la langue de bois, non, je mange déjà bien, j'ai déjà les joues. Bon, c'est bien, hein. On ne se plaint pas. Vous voyez le niveau. Mais, dis donc, où sont les convictions? Vous voyez, un type qui parle comme ça, il a des convictions. Il a des convictions. Un politique, c'est-à-dire un homme politique, qui n'a pas de convictions, qui ne peut pas tenir, que même s'il voit la mort, il tient. Parce qu'il n'est pas là pour lui. C'est que la politique, c'est le sacrifice de soi. C'est-à-dire que c'est ce don, tu fais don de ta personne, tu fais don de ta santé, tu fais don même ton plaisir à tout le peuple. Si tu ne peux pas faire ça, vraiment, c'est pareil. Un prêtre, c'est cela, c'est lui qui recherche la vie de l'au-delà, au cœur même de la vie actuelle. Il n'attend pas que les gens soient, comme ma mère là, que les gens soient en train de dire, ouais, vraiment, je vais mourir bientôt. Ouais, est-ce que le prêtre là, vraiment, il souffre, il profite de la souffrance des gens? Non, un prêtre, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu n'est pas comme ça. Il ne passe pas tout son dimanche à dire, oh, Marie était une femme vraiment vierge, avec Marie quand même, elle était jolie. Joseph était vraiment un homme fidèle. Pierre, l'apôtre, était un gars poltron, il avait peur. Et que non, on doit croire des choses comme ça. Non, l'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile, ça doit nous amener à arrêter un moment notre vie de pécheurs, c'est-à-dire des tueurs, c'est-à-dire des gorgeurs, pour se rapporter à la vraie vie, pour se prendre en soi de manière critique et s'interroger, qui suis-je? Qui suis-je? Comment puis-je vivre dans ces conditions? Qu'est-ce qu'il doit chercher fondamentalement? Des valeurs, des valeurs. Un évangile sans valeur, c'est bon pour la poubelle. Un Coran sans ambition de préserver la vie des gens, c'est bon pour la poubelle. Une Torah qui n'a pas d'aspiration de transformer la vie de l'homme de manière positive, c'est bon pour les oubliettes. Alors, nous sommes là, vous les prêtres là, changez. Les prêtres, les pasteurs, les évêques là, tout ça là, changez quand même. Changez, parce que ça, c'est pas la vie de la foi. Vous êtes dans le péché. Vous incarnez une stagnation qui fait honte. Quand moi j'écoute un prêtre et qui ne peut pas avoir la distance critique pour s'impliquer dans la société, qui ne reste que dans sa paroisse en attendant que les pauvres fidèles, il met les pièges. Il attend que bon, quand les fidèles vont venir pour le baptême, il va prendre vous avez déjà payé longtemps, là. Vous avez déjà payé ceci, vous avez déjà payé. Non, ça veut dire qu'un prêtre qui se contente de ça, c'est une honte. Et il doit avoir honte. Même ses copines qu'il a en masse là, ils doivent avoir honte de lui. Parce que un prêtre, c'est comme je parle souvent des universitaires. Des universitaires qui ne peuvent pas s'élever pour aspirer à quelque chose d'autre. C'est une honte pour la nation. Et ils doivent changer. Et c'est pourquoi c'est ce qui me fait le plus m'énerver contre cet individu qui a osé me convoquer, c'est ça. C'est-à-dire que les gens sont occupés à penser la République. Et quand on pense à la République, on ne veut pas rencontrer les dirigeants. Parce que on veut juste leur parler à distance, sans les contacter. Et quelqu'un m'oblige à les contacter. Il m'a obligé à ce qu'on m'envoie les numéros de téléphone, tous ces gens-là, et que je les appelle. Alors je ne voulais même pas les appeler. Je voulais qu'ils écoutent seulement ma voix de loin. Ils doivent être punis pour ça. Pour m'avoir obligé à leur parler à distance au téléphone. Parce que je n'ai pas besoin de leur parler. Ils doivent écouter seulement le message. C'est la sirène du génie qui parle. C'est la sirène
des fantômes. Il faut écouter les fantômes pour pouvoir éviter la mort. Donc, il doit être puni pour cela. Je reviens dans l'affaire, voilà, pour les hommes d'église. On va revenir dessus parce que l'église, c'est même pas bon seulement pour les malades. L'église, c'est pas bon pour les malades. L'église, c'est pas bon pour les souffreteux. L'église, c'est pas bon pour créer seulement la misère. L'église actuelle participe de notre embrigadement. L'église actuelle au Cameroun est complice du pouvoir. Il faut qu'on le dise haut et fort. Il faut que l'église comprenne qu'elle est au service de la dictature et il est question que les Camerounais comprennent cela. Si elle ne se lève pas pour créer les conditions de la liberté de ce peuple, on va s'en débarrasser. On va s'en débarrasser. Une église qui aspire seulement à cumuler. Et ça m'a fait réfléchir au début de la pandémie. Il y a un monsieur en Italie qui s'était insurgé contre le pape, qui disait que non, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il a dit au pape, ouvre les coffres du Vatican, il y a nos milliards là-bas, nos lingots d'or là-bas, sors ça. On va acheter les appareils, on va acheter, on va créer des situations où on va recevoir le maximum de malades. Non. Sors, il a dit au pape, sors l'argent là, radin, sors l'argent là. Ça fait scandale. L'église doit ouvrir ses coffres au lieu de continuer à accumuler alors que les gens meurent. On doit arrêter, on doit arrêter les souqueries. L'église est choc, c'est pas bon. L'église se nourrit de notre silence complice, de notre participation à son vol, à son pillage. L'église pille comme l'État pille. Et ça ne peut pas continuer. Je voudrais dire, par rapport au deuxième thème dans ce soir, on va aller très rapidement. La question des forces de l'ordre, les hommes en tenue et les magistrats s'est mélangé. Je vous ai dit au départ que chez moi, on dit souvent que le cadavre, le serpent qui pourrit là avec la queue là, jusqu'à la queue là, il faut qu'on trouve l'identité de celui qui est l'auteur de ça. C'est bien beau de parler que le président Paul Biya, oui, c'est bien beau. Moi, je suis le champion pour critiquer bien. Mais les gens qui gardent ce pays, c'est les hommes en tenue et les magistrats. Les hommes en tenue et les magistrats. Vous voyez, quand on veut arrêter les gens s'imaginent qu'un militaire, un gendarme est supérieur à un policier. Ils s'imaginent ça. Parce que moi, vous savez comment je le sais? C'est parce que l'autre jour à l'aéroport, il y avait les commissaires, les policiers, il y avait les policiers là. Tous me connaissaient. Ils se connaissaient. Même le gars qui m'a agressé, le gars du corps du neveu du voisin, il savait que c'est moi. Mais il me voyait faire mon direct et ils savent bien que je sais ce que j'ai fait puisque je ne filme pas tout, je filme ma personne. Mais ils m'ont laissé filmer. Mais lui, il est parti de là-bas. Il doit être gendarme militaire. Il est venu arracher la caméra. C'est-à-dire qu'il décide de faire la loi, d'être le policier de l'environnement, en violation de tout. Supposons même que je l'ai filmé. C'est-à-dire que c'est même pas évident que je l'ai filmé. Mais imaginez ça. Il ne va pas se rapporter au policier. Il décide de venir arracher ma caméra. Vous voyez, et ce n'est que les faits, la face émergée de l'iceberg. Fondamentalement, les abus de pouvoir, les excès de pouvoir, les violations de droits, c'est les acteurs majeurs de ça, c'est les hommes en tenue et les magistrats. Lorsqu'on parle d'outrage à un magistrat, donc il ne sait pas qu'on peut le contester. Donc le magistrat ne sait pas qu'il est foncièrement contestable. C'est-à-dire que sur le principe même juridique, il est sujet à se tromper. Donc, il est faillible. Donc, il est contestable. Ils n'intègrent pas ça. Ils se disent que parce qu'ils ont l'arme, on appelle ça bengum. Ils ont la bengum au coude là. C'est-à-dire qu'ils ont un petit pistolet là. Ils ont des petits trucs ici là qui encadrent leur cou. Ils ont des petits trucs qui encadrent leur cou pour bien leur donner la splendeur du vice
Ils croient que ça leur donne l'autorisation de s'acharner sur le citoyen. C'est quel pays où un policier, un militaire, un gendarme se permet en tout lieu, partout, de porter main sur un usager. C'est-à-dire, pourquoi vous avez toujours arrêté les gens? Vous êtes homosexuel. C'est-à-dire, tout le temps, tu vas arrêter quelqu'un. Mais je ne comprends pas ces gens en tenue. Vous voulez arrêter les gens. Pourquoi vous voulez arrêter les gens absolument? Pourquoi vous voulez toucher les gens? Vous avez un problème avec quoi avec toucher les gens? Vous ne pouvez pas parler aux gens à distance que venez. Pourquoi vous voulez toujours absolument les toucher, les manipuler, les fouiller? Pourquoi vous voulez fouiller les gens? Et vous mettez les mains dans partout. Vous êtes suspect. On ne comprend pas les gens qui veulent toucher les gens. Vous voulez toucher les gens, pourquoi? Même quelqu'un a une identité. On sait on sait où est son domicile. Mais vous voulez absolument aller l'arrêter. Et le mettre en cellule. Mais quand même, ayez quand même un minimum de retenue. Ayez un peu de goût dans la bouche. C'est quel pays vous imaginez, vous êtes où? Ce n'est pas les civils qui vous donnent les ordres. Vous croyez que c'est vous qui donnez les ordres aux civils? Et ils le font. Ils raquettent partout. Ils viennent avec l'argent là, l'argent de la malchance là. Ils viennent donner ça à leurs femmes. Et les femmes sont là, ils ne leur parlent même pas. Vos femmes là, je parle même à vos femmes, à vos enfants. Vous ne leur dites pas, papa, l'argent là, c'est pas bon. Hein. Les enfants, vous ne leur dites pas, papa, ouais, vraiment, pourquoi tu gagnes combien? Pourquoi tu as l'immeuble, tu as fait comment? Les gens, les magistrats là. Les magistrats là. Ne me faites pas parler. Je ne comprends pas. Les gens, il y a un chez moi là, c'est mon grand frère. Il a décidé l'autre jour que moi, il ne parle pas au deuil. Mon complice est mort à Tangna et Méran. Il est mort. Tout le monde sait au village que j'ai marché avec lui, nous deux. On marchait partout là. On allait même faire des choses compliquées la nuit, ensemble. Bon, pas des choses compliquées. Des choses de péché, ensemble. Donc, c'est mon complice, donc je dois lui rendre hommage. Il décide que, comme il y a un ministre, c'est son complice. Et il aspire aussi à être ministre. Et il fait deux choses. Il dit que lui, il ne peut pas parler. Parce que justement, je suis dans une autre famille. Je ne suis pas dans sa famille. Vous voyez jusqu'où les gars qui sont supposés être des gens gros dans leur tête, ils commencent à la discrimination au cœur du village. Il dit que chez nous, il y a trois grands... Expliquez-moi, je vous donne les détails. Vous comprenez que c'est la même chose dans tous les villages. Là. Dans notre Amikama là-bas, il y a, en fait, je dis simplement trois grandes familles. Les Mbo et Som, les Mbo Mabina, les Mbo Banyam. Les Mbo Banyam, c'est nous, c'est les petits, la minorité. Il y a les Mbo et Som, les Mbo Mabina, en fait, les grands groupes. Il dit que comme je suis, et lui, il est Mbo Mabina, et moi, je suis Mbo et Som, je ne peux pas venir parler à son deuil à lui. Lui, ce n'était pas son ami, hein, le gars qui est mort. Même s'il était dans la même famille. Mais, lui, il dit que je ne peux pas parler au deuil de son frère. Qui dit, moi, j'étais son seul frère, même, parce que lui n'avait pas dans la tête, attendez, Mera n'était pas dans, n'avait pas dans sa tête, les histoires de famille. Lui, il est magistrat. Il va vous donner son nom. Vous me demandez son nom là, je ne vous donne pas. Parce que vous allez commencer à aller le chercher là. Il décide donc que je ne parle pas au deuil de mon ami, de mon complice, avec qui j'ai partagé les choses les plus intimes en tant que grand. Il m'a appris des choses en tant que grand. Et je voulais lui rendre hommage. Il décide que je ne dois pas parler à leur deuil à eux. Parce que je ne suis pas c'est-à-dire je ne suis pas de leur grande famille, que je suis une minorité. Donc il commence la discrimination sur le cadavre de mon complice. Et il m'a obligé à quitter les lieux. Parce que j'étais dépassé. Et c'est les gens là, les magistrats là, vous là, qui faites ça dans ces villages là. On vous a dit que vous avez besoin de vous montrer comme ça. On vous voit tous les jours dans les audiences, tous les jours. Vous êtes là avec vos robes qui inspirent la mort. Et vous êtes là tous les jours, on veut vous voir. Vous venez encore au village, vous énervez les gens. Vous ne pouvez pas être un peu discret quand vous arrivez au village. Vous ne savez pas que chez nous, dans la vraie culture Betty, un grand ne s'affiche pas comme ça. Il reste à distance avec ses propres grades. Et il confie les choses aux chefs de famille ou bien aux villageois. C'est eux qui veulent être chefs de famille aussi. Hein. Il n'a plus le chef. Lui, c'est lui qui est tout. Il est chef de village. Il veut être chef de quartier. Il veut être chef. C'est quoi? Pourquoi vous êtes abrutis comme ça? C'est ça être un magistrat. Moi, j'ai rencontré le grand président Belombe.
Ah non, la grandeur incarnée. Il m'a reçu 2 fois. Il est mort, pour perdre son âme. Mais le gars inspirait le respect. Il était grand, tout. Grand même. Tu le vois, il est grand comme ça. Son bureau était petit. Il était grand, il dépassait son bureau. Et vous venez là, vous allez d'abord des petits gens occupés seulement à piller, à voler et aller construire. Un magistrat, vous gagnez combien pour avoir tous ces immeubles que vous avez à Yaoundé? Vous participez au vol des gens, à l'injustice, à pérenniser l'injustice. C'est vous-même qui encouragez cette guerre-là. Parce que vous arrêtez tous ces gens-là, vous arrêtez tout le monde et on vous donne l'argent et vous faites tout un ensemble de faux. Et vous revenez après narguer les gens, construire les immeubles, faire les fontaines pour donner, pour dire que vous êtes trop riches pour donner l'eau aux populations. Donc c'est maintenant vous l'État. Vous devez arrêter ça. Et je dis à toutes les populations de tous les villages, arrêtez ces gens-là de les respecter comme ça. Il faut que les gens soient discrets. Moi, je suis fatigué de ces gens-là. Je suis fatigué de ça. Je suis fatigué. La corruption des magistrats et des hommes en tenue, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et je vous dis, arrêtez de dénoncer ça. Si vous ne dénoncez pas, n'allez pas dire bien fait si bien fait. Non, bien. Je suis dépassé. Donc, je manque même les mots. Ils doivent comprendre que le citoyen est la source originelle de la science juridique. C'est ça que vous devez comprendre. Aussi bien les hommes en tenue que les magistrats. Je vois qu'il y a 56. Je vais arrêter tout à l'heure. J'ai dit que c'est 1 heure. Donc, je vais arrêter tout à l'heure. Et vous devez comprendre ça. C'est la liberté du citoyen et le principe qui a aiguillonné l'élaboration de la science juridique, le droit. La dignité de l'homme et la structure génétique de tout ce que vous faites. Et c'est ce dont sont inspirés tous les théoriciens lorsqu'ils voulaient systématiser la science juridique. Le droit ne naît pas des avantages que recevront les magistrats. Non. Le droit naît du principe que dans un État comme le Nord, qui est appelé République, la loi est au-dessus de tout. Et ce qui fait la loi, c'est qu'il y a un peuple. Et vous rendez justice au nom du peuple. Pourquoi vous voulez être au-dessus du peuple? Pourquoi vous ne pouvez pas être le peuple simplement? Vous ne voyez pas que c'est contradictoire? C'est pourquoi il faut qu'on apprenne la philosophie. Il faut que vous compreniez. Vous devez repartir même à l'école. Vous êtes déjà trop dans la corruption. Votre esprit est déjà corrompu. Vous devez changer. Comme j'ai dit aux hommes en robe là, que vous devez changer. Si vous ne comprenez pas que vous êtes au service du peuple, si vous comprenez, vous croyez que vous êtes au service de celui qui vous nomme, c'est pourquoi je demande au président de la République, il doit réformer la justice. Il ne peut pas être président du Conseil supérieur de la magistrature. Il ne peut pas être, c'est pas normal. C'est pareil comme on dit avec les universités. Il ne peut pas nommer à l'université parce que par là, il tient les juges. Par là, il tient les universitaires. Il faut que ça change. Il faut qu'on transforme cela. Parce que je critique quelles sont les propositions. On doit réformer fondamentalement ce corps qu'on appelle les juges. Le corps et le rendre indépendant. Parce que quand ils sont un peu indépendants, c'est-à-dire que quand ils sont capables de lire eux-mêmes ou bien de s'organiser, on peut avoir une visibilité sur les gens qu'on nomme. Les nominations ne seront plus fonction des affinités où les gens vont dépendre de tel ou tel lobby, mais les fonctions seront organisées de telle sorte que le Sénat, par exemple, organise les nominations et qu'il fasse proposer à une structure autonome qui gère sérieusement la magistrature. Pareil pour les universités. Il faudrait qu'on élise les recteurs, on élise les doyens, on élise les chefs de département. Par exemple, ce qui se passe chez nous, la semaine prochaine, par exemple, j'y vais au tribunal contre l'université Yaoundé 1. Parce qu'effectivement, ils ont nommé un type là-bas qui ne comprend rien à rien. Il décide qu'il ne donne pas mes épreuves et il y a un échec terrible. Vous pouvez aller vous renseigner parce qu'on dit que je parle n'importe quoi. Allez vous renseigner au département de philosophie. Il est complètement incompétent, il ne comprend même rien. Il ne sait même pas ce qu'on appelle l'université. On l'a nommé là parce que il est le fils spirituel de John Wiley et
ils sont dans les mêmes secteurs, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre eux là-bas. Et c'est le complice de Famille Ndongo. Et ils se disent qu'en le mettant là, ils vont me combattre. Et ils sont en complicité avec le recteur pour me combattre. Parce que comme je critique beaucoup le recteur là, ils me combattent. Donc ils cherchent les petits trucs. C'est comme ça qu'on nomme les gens. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien, hein, ils ne savent même pas. Je vous ai dit la dernière fois, ils confondent, ils savent que c'est la philosophie occidentale moderne. Ils ne comprennent rien. Ils mélangent tout. Ils ne savent rien. D'ailleurs, Famille Ndongo, il a mis là. Parce que il espère qu'il va me museler. Il ne sait même pas. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, je voulais vous dire, on doit changer notre entendement, notre façon de faire les choses. Il est plus question qu'on laisse préserver des abus comme ce que nous sommes en train de voir. Donc, les magistrats, les hommes d'église ne sont pas des dieux. C'est-à-dire, vous êtes nous, vous incarnez nous-mêmes. Il faut que vous inspirez de ce que je suis en train de vous dire. Parce que les gens sont fatigués de vous. Vous faites honte aux gens. Et chaque fois qu'un militaire, qu'un prêtre, qu'un magistrat va voir un citoyen, il doit savoir que lui, c'est lui qui fait de moi ce que je suis. C'est lui qui fait de moi ce que je suis. Et lorsqu'on va comprendre cela, bien évidemment, on va se rendre compte que des gens, des abrutis, bon, je voulais parler de gros mots, je ne vais pas continuer. Celui qui a voulu tuer un policier là, des gens comme ça vont disparaître parce que ce n'est pas un être humain. Parce que quand tu vois un truc comme ça là, c'est-à-dire quelqu'un, tu montes sur quelqu'un. Même s'il n'a pas respecté, parce que je ne comprends pas pourquoi les policiers se mettent toujours devant la voiture. Pourquoi? Donc tellement tu veux assurer la loi que tu dois te mettre devant le véhicule. Je ne comprends pas, ou bien si c'est ce que les chefs leur disent de faire, il faut changer. Parce que ce n'est pas toi qui est le garant de la loi absolument. Parce qu'après toi, il y a le juge. Donc, pourquoi vous ne pouvez pas prendre le numéro seulement? Et peut-être vous appelez. C'est pourquoi tous ces gens-là doivent avoir les talkie walkie, je ne sais pas comment vous appelez ça. Vous devez avoir ça pour appeler que voilà, j'ai eu tel véhicule. Vous devez être coordonné. Est-ce qu'on doit vous apprendre ces petits trucs-là? Pourquoi vous faites des trucs comme ça? Tu te places devant la voiture. Si on te tue là, si te tues là, moi j'ai dit que c'est incroyable. C'est incroyable que les gens ne comprennent pas qu'il faut se lever. Porter la tenue, c'est inspirer la dignité, la respectabilité. Heureusement, je vois des policiers là qui sont là. Et quand tu les vois, ils sont d'abord beaux, pas le sourire partout. Il y a des gens qui sont d'abord noirs. Tu es noir avec tes yeux. Tu crois que tu vas inspirer? Tu veux seulement faire peur. Un policier, un homme en tenue, un magistrat doit inspirer confiance. Parce qu'il est le peuple, il est nous. Donc, quand vous voyez un type qui monte sur toi comme ça, c'est-à-dire que c'est qu'on n'y a même plus, nous sommes déjà dans une situation où la police n'inspire plus cette institution divine qui sécurise tout le monde. Et des actes comme cela, même si, je dis au magistrat qui va juger cette affaire-là, même si il va remarquer que le policier n'a pas peut-être respecté les conditions d'arrestation parce qu'il faut peut-être se mettre. Moi, je sais, hein, il ne faut pas croire que je le dis parce que je ne veux pas seulement créer la polémique. Mais il doit surtout, le magistrat qui va gérer ça, il doit surtout mettre en évidence l'intention criminelle du chauffeur. Par exemple, comme ça, peut-être qu'il est parti tuer même les gens dans la nuit. Il ne sait plus qu'il peut se conformer. Et, ou bien s'il est trop fort, il appelle ses complices, comme ils en sont allés faire, ils ont souvent l'habitude de le faire. Il appelle les gens partout, ils viennent intervenir pour lui. Donc, le magistrat qui va gérer cette affaire-là, ce type doit avoir une punition au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Qui ne regarde pas que le policier n'a pas respecté le cas, parce que là, c'est après, on va parler de ça après. Pour le moment, il va d'abord gérer que il faut que ce gars, que vous croyez que vous ne savez pas la valeur de la vie. C'est-à-dire la vie. C'est sûrement des gens qui croient qui sont au-dessus de la loi. Vous montez avec un véhicule sur un type. Bon, je ne vais pas continuer. Donc, je voulais donc qu'ils comprennent que vous êtes nous. Et il n'est pas question que des gens rentrent dans certains excès. Il faut impérativement que tous les Camerounais redeviennent des gens normaux. Parce qu'on est devenus déjà autrement. Nous sommes déjà devenus comme des animaux.
Nous sommes devenus comme des animaux. Il est question qu'on revienne à des bons sentiments. Il faut qu'on respecte la loi. Et la loi ne peut être, la loi est incarnée par des institutions. La police, la gendarmerie, etc. Mais il faut réformer fondamentalement ces institutions-là. La justice. La présidente de la République a la responsabilité de se dessaisir de cela. Et notre objectif principal, c'est qu'on ne peut pas arriver à ces chantiers importants si on n'arrête pas la guerre. Et je vous ai dit, et je termine par là, qu'on a lancé une initiative. Tout le monde doit contribuer à ce que, même s'ils ne nous envoient pas l'argent, notre problème, c'est pas l'argent. Que vous sachiez que si on dit qu'on va produire des millions de t-shirts que les gens portent, ça va influencer. Ça va faire un effet domino au point où les gens vont se retrouver obligés de s'asseoir autour de la table. Nous sommes déjà en train de perdre le cœur de nos frères. On les a déjà perdus. Nous avons perdu le nord-ouest et le sud-ouest. Je vous le dis aujourd'hui. Il est question qu'on puisse reconquérir ces cœurs. Voilà des dizaines de milliers de Camerounais qui sont tués. Et vous croyez qu'après ça, les gens vont s'asseoir là et vont vous faire plaisir parce que vous êtes l'État unitaire, parce que vous leur avez dit 50 ans de guerre? Non. Il est question que tous les Camerounais, à leur petit niveau, contribuent. Je vais vous revenir bientôt et je vous rappelle qu'il y a toujours nos livres qui sont en vente ici. Paul Biya chronique la fin, il y a aussi la version anglaise, Biya's End and the Future of the Nation. Il y a l'autre ouvrage, les affres de la philanthropie, qui sont là aussi. C'est un ouvrage, c'est moi, hein, c'est l'auteur. Ce n'est pas vos faux intellectuels là qui disent qu'ils sont des lecteurs, ils n'ont même pas de livre. Voilà le troisième livre. Et vous voyez, il faut que vous montrez bien, c'est un kiff dedans. Il ne faut pas que vous dire là, comme ils aiment les mensonges là, qui viennent vous dire le contraire. Esthétique critique à la réflexivité, et c'est sur la dimension interculturelle de l'anthropologie, en fait, le gros français quoi. Comme ils disent qu'ils ne parlent pas bien français là. Qui peut écrire comme moi ici parmi ces petits gens là. Bon, donc vous m'envoyez 10 000, je vous envoie ça. Vous m'envoyez 10 000, je vous envoie ça. Vous m'envoyez 10 000, c'est la liquidation pour financer la lutte. Donc, envoyez-moi l'argent. Je ne vous vends pas le vent comme les autres. Envoyez-moi l'argent. Je suis en train d'écrire un ouvrage qui est fini. Et la semaine prochaine, il y a un grand direct parce que bientôt il va sortir. Un grand direct qui va parler de cela. Donc, envoyez-moi vos aides pour qu'on puisse contribuer à la lutte pour arrêter la guerre. Vous m'envoyez 10 000 si vous êtes à Yaoundé, vous venez me chercher et vous donne le livre parce que si on ne cultive pas notre esprit, même, donc d'abord je dis, vous les magistrats là, venez acheter le livre, vous allez comprendre comment le pays fonctionne. Vous les militaires là, vous avez déjà acheté beaucoup, mais venez acheter. Les magistrats là, envoyez-moi 10 000. 10 000, c'est même pas beaucoup, j'ai demandé à Aman Mana qu'on baisse le prix. Vous m'envoyez 10 000. Ce livre-ci, ce n'est pas contre bien, c'est pour penser notre pays, pour penser l'avenir. Et c'est un livre profond. Allez demander à ceux qui l'ont lu. Ils peuvent même vous faire le compte rendu. Et il va vous ouvrir l'esprit parce que vous êtes en train de vous abîmer. Le livre, c'est ouvrir l'esprit. Donc je vous dis d'acheter le livre, il ouvre l'esprit. Votre esprit est fermé. Il faut enlever la capote. Bon, pas la capote, le capot. Bon, il faut mettre la capote, mais il faut enlever le capot. Il y a un capot qui est déjà posé sur votre cerveau. Le livre, c'est un déclic qui enlève le capot là. Donc, 10 000 vous envoyez à 690 49 93 65. Quand j'ai dit 690 49 93 65, 680 11 08 89. C'est mes numéros Orange Money, Mobile Money. Et c'est un kiff qui s'affiche. Vous m'envoyez ça. Si vous êtes à Yaoundé, vous faites le dépôt et je vais vous envoyer un de mes collaborateurs, mais vous ajoutez 1000 francs pour le transport. Mais si vous êtes hors de Yaoundé, vous ajoutez peut-être 1000 francs si vous êtes à Douala. En dehors de 10 000 là, vous ajoutez 2000 ou 1000 francs. Ça dépend de la ville si vous êtes très loin. Donc, je rappelle, vous m'envoyez l'argent, vous avez le livre qui va vous ouvrir le cerveau. Parce que le cerveau dort. Même vos enfants, même vous ne comprennent plus. Je vous laisse. N'ayez pas peur. Merci.